Je m'appelle Irène Silvani, je suis née en 1941 et j'ai fait des études de langue. Je suis très très émue de voir autant de personnes jeunes ici aujourd'hui parce que j'ai été une élève très dissipée, je me répète. Alors j'étais renvoyée de partout où j'étais. Ça ne m'a pas empêché d'avancer. Hein. Donc j'ai passé quelques années en Angleterre et où j'ai appris l'anglais. Je suis d'origine russe et je suis l'arrière-petite-nièce de Trotsky, ce qui me donne quelque chose de très révolutionnaire. Bon voilà, donc je vais d'abord vous raconter un petit peu ma carrière parce que c'est intéressant, parce que je suis partie, j'ai toujours eu une passion pour la mode. Et dans la projection qui va avoir lieu, vous allez voir une image d'un grand photographe qui s'appelle Dick Aldon, qui est une femme qui tourne avec une jupe qui a environ 20 mètres de tissu. Et je pense que c'est cette image qui m'a vraiment donné l'envie et qui m'a vraiment fait aimer la mode. Je l'aimais, hein, je teignais mes vêtements en noir, donc vous voyez, je suis toujours en noir, mais c'est pour être plus discrète et peut-être en même temps, ça doit être un peu d'orgueil aussi. Alors, parce que le noir, c'est une couleur qui s'explique maintenant très très bien. Et alors, j'aimais beaucoup la mode et j'ai fait un peu d'école de mode et j'avais comme compagnon de classe quelqu'un d'assez connu qui s'appelle Jean-Paul Goude. Et c'était un ami très proche. Et un jour, il regardait mes dessins, je faisais des dessins de mode, des dessins de publicité, on disait à l'époque, de réclame. Et un jour, il me dit, tu sais, il faut que tu arrêtes, hein. Il faut que tu fasses autre chose parce que tu n'es pas doué. Et marie-toi, fais des enfants, et laisse tomber le dessin de mode et le dessin de réclame. Alors, je l'ai écouté, mais je n'ai pas eu de regret parce qu'il avait raison. J'étais pas douée pour ça, j'étais douée pour d'autres choses. Alors vous me direz à la fin de cette conférence si ça vous a vraiment intéressé. Alors, j'ai été journaliste de mode, rédactrice de mode, directrice de communication. J'ai toujours été très bavarde. D'ailleurs, quand j'étais à l'école, on me disait toujours... Irène, sortez de la classe parce que vous n'écoutez pas ce que le professeur dit. Alors, je passais mon temps dans le couloir parce que j'étais trop bavarde. Bon, maintenant, je me suis aperçue que ça m'a beaucoup servi parce que ça m'a permis de pouvoir communiquer, de pouvoir raconter des histoires qui sont vraies. Hein. Alors voilà, alors on va peut-être commencer la projection et puis après, on pourra en discuter de cette projection. Donc, quand j'étais très jeune, je faisais le Faubourg Saint-Honoré à Paris, je marchais, ça c'était avant mon mariage et avant mes enfants, et c'était la période où il n'y avait pas encore de stylistes ni de personnes qui faisaient de la mode. Donc on vendait, nous étudiants en dessin et en design, etc., malgré tout, on vendait nos dessins dans les boutiques qui étaient sur le Faubourg Saint-Honoré. Alors il y avait Réal qui a habillé par la suite Brigitte Bardot, enfin, bon, il y avait plein. Alors on rentrait avec nos cartons à dessin, et puis on vendait nos dessins, c'était à peu près l'équivalent de 2 € aujourd'hui. Bon, ça ne nous faisait pas vivre, mais ça nous faisait de l'argent de poche pour les cigarettes, par exemple. Alors, et puis ensuite, je suis partie pour l'Angleterre, où j'ai commencé à apprendre l'anglais. J'ai rencontré l'homme de ma vie, qui était italien, qui n'est plus de ce monde, il est avec les anges. Et j'ai eu 2 enfants, et quand j'ai été enceinte de mon premier enfant, ma fille est née en 66, j'ai un ami en Italie qui m'a appelé en me disant, écoute, la mode commence à bouger à Paris, il se passe des choses, il y a des stylistes qui naissent, est-ce que tu nous enverrais quelques informations? C'était un magazine italien du groupe Rizzoli et ça s'appelait Annabelle. J'ai dit oui. Et c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière de journaliste. Donc j'envoyais par
par fax, il n'y avait pas déjà le fax. Non, non, je téléphonais, je racontais ce que j'avais vu, et puis il y avait quelque chose, comment ça s'appelait? Enfin bon, le téléx, merci. Alors, j'envoyais des téléx pour dire, voilà, il y a un monsieur qui s'appelle Jean Cacharel, et c'est vrai que ça tombe c'est assez drôle, il y a un monsieur qui s'appelle Daniel Echter, il y a Emmanuel Kahn, il y a des noms qui commencent à naître, et donc j'envoyais des informations, j'ai commencé à faire des sujets de mode pour ce magazine, et je suis restée avec eux à peu près 2 ans, et j'étais vraiment enceinte de ma fille, et donc j'ai commencé en 1966. Et de là, je vous la fais un peu brève, j'ai la Condé Nast, qui est un gros groupe de magazines, qui a tous les magazines Vogue, Vanity Fair, GQ, enfin tous les Vogue. Il y avait à l'époque aux États-Unis un magazine merveilleux qui s'appelait Mademoiselle. Et ils m'ont approché, ils m'ont demandé si je voulais être la correspondante pour eux en Europe, parce que ça a commencé par Paris, de Mademoiselle. Et c'est comme ça que j'ai commencé ma vraie carrière de journaliste. Alors, cette carrière de journaliste, bon, c'était voir des défilés de mode, envoyer des informations, avoir une médiathèque Tissutech, parce que je faisais aussi tous les grands salons de textile. C'est comme ça que j'ai commencé à aimer le textile, qui nous intéresse un peu aujourd'hui, surtout dans cette ville. Et il fallait aller à l'Interstoff, qui se passait aujourd'hui. Il y a un salon à Paris qui s'appelle... oui, ça va me revenir. Première vision, c'est gentil de m'aider, vous n'avez pas idée, parce que de temps en temps j'ai des trous terribles. Et alors, en fait, l'Interstoff, c'était extraordinaire, parce qu'il se passait des choses qui étaient les choses suivantes. Il y avait tous les stylistes de l'époque qui étaient très jeunes. Bon, il y avait Dorothée Biss, et il y avait Claude Montana, Thierry Mugler, c'était le début des années 70. Il y avait des Donna Karan, américaines, qui venaient parce qu'elles travaillaient pour une maison et pas pour la sienne de cette époque-là. Enfin, il y avait plein de stylistes au début de leur carrière. Et alors, il se passait quelque chose qui m'avait beaucoup impressionné à l'époque, par rapport à la France et à ce pays dans lequel nous vivons et que nous aimons tant. C'est que les stylistes passaient chez les soyeux français, chez les producteurs de tissus, etc. Et ils disaient, je vous donne un exemple, ce tissu blanc avec une rayure bleue, vous pourriez me le faire en rouge avec trois rayures vertes? Et les Français répondaient, ah non, c'est trop compliqué. On allait chez les Italiens, ils allaient chez les Italiens, pardon. Moi, je les suivais, et les Italiens disaient, dans 8 jours, vous l'aurez. Ça explique beaucoup de choses. Il y a des questions qu'on pourra se poser, et sur comment affronter aujourd'hui les années qui viennent, en donnant en France des réponses qui ne sont pas toujours complètement négatives. Parce que, pour finir, je me suis rendu compte, en ayant commencé en 66 et aujourd'hui nous sommes en 2013, que beaucoup de choses sont possibles si on le veut. Alors, tous ces créateurs, pour finir, je les ai suivis. Bien sûr, c'est plus difficile aujourd'hui. Bon, je ne veux pas changer ma ligne. En fait, j'improvise aujourd'hui. Je prépare très rarement ce que je raconte parce que j'aime bien improviser et vraiment raconter. En fait, donc je suis devenue journaliste. Il se trouve que je savais écrire. Alors, je n'écris pas comme un écrivain, mais enfin, je sais faire un papier, des légendes, raconter quelque chose par écrit. Et peut-être qu'un jour, je ferai un livre sur toutes les années que j'ai vécues et les expériences. Mais je me suis surtout rendu compte que c'est difficile, mais pas si difficile que ça. Et ça n'a rien à voir avec un problème de génération. Bien sûr, c'était peut-être plus facile pour nous, parce que les horizons étaient très, très ouverts.
mais je crois quand même que si on veut, on peut. Alors, la mode. La mode, c'est quelque chose qu'on a en soi. Et je ne pense pas qu'on puisse acquérir quelque chose qui vous excite, qui vous agite, que vous aimez profondément. Les chiffons, les broderies, les couleurs, les matières, les vêtements, enfin, où on aime ça, où on n'aime pas ça. Et ça, c'est vraiment dès le plus jeune âge. Ensuite, on va vers l'apprentissage, c'est-à-dire apprendre tout ce qui est autour, qui bien sûr sert. Moi, j'ai appris sur le tas, mais parce qu'il n'y avait pas, il y avait très très peu d'écoles, pratiquement pas d'école de mode, enfin l'école de la chambre syndicale peut-être existait déjà, mais j'en suis pas sûre. Et donc, on apprenait sur le tas. Mais on avait aussi, dans la presse, le grand problème aujourd'hui, c'est un problème de liberté. Donc, je vais vous raconter, en fait, comment... Enfin, je suis passée donc de Mademoiselle, enfin d'Annabella à Mademoiselle, puis au Vogue américain, puis au Elle français, en 81, où je suis restée 3 ans, puis je suis retournée au Vogue américain pour être la correspondante en Europe. Donc j'ai vu naître la mode, entre guillemets, et ensuite on m'a proposé de co-diriger avec une de mes amies qui s'appelle Colombe Trégueul, le Vogue français. Ce que j'ai fait pendant 4 ans ou 5 ans, vous allez en voir des images. Et j'ai quitté le métier de journaliste, non pas parce que je n'y croyais plus, mais ça n'était plus possible pour moi de le faire avec les pressions que nous avions. Ça commençait. Et aujourd'hui, si vous feuilletez un journal, j'adore le papier, hein, je vous dis tout de suite. Je sais me servir d'Internet, je sais me servir d'un ordinateur, mais je continue à adorer le papier et les images. Et je pense que tourner les pages d'un magazine, c'est quand même quelque chose de complètement fascinant. À condition de ne pas s'attendre à ce qu'on va voir à la page suivante. Et c'est malheureusement un petit peu ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on s'attend, on sait ce qu'on va lire et on sait ce qu'on va voir. Donc, à l'époque où j'ai quitté Vogue, j'avais eu quelques discussions avec ce qu'on appelle les annonceurs, qui aujourd'hui, malheureusement, c'est eux qui ont la règle du jeu en main par rapport au magazine, parce qu'ils vous disent « nous payons et vous obéissez ». Et ça, je n'ai pas pu le supporter. C'est-à-dire, je me suis dit non, je ne vais pas rester assise à regarder des défilés toute ma vie et à faire ce qu'on va me dire de faire, parce que j'ai toujours une notion de la liberté extrêmement forte. Et j'y crois beaucoup, il faut que vous l'ayez aussi. Et donc, j'ai quitté le journalisme, entre guillemets, parce que je n'ai jamais été des journalistes politiques, mais enfin, c'est la mode, c'est que journalistiquement, c'est très intéressant. Vous avez par exemple un journal qui s'appelle Herald Tribune, où il y a une journaliste anglaise qui s'appelle Susie Menkes, qui écrit, et c'est une femme qui a encore toute sa liberté. Elle a eu des prix extraordinaires, c'est une femme étonnante, et je vous conseille quand vous pouvez, il s'appelle maintenant New York Times Herald Tribune, ça vient de changer de nom. Donc cette liberté, comme je sentais qu'on allait la perdre et qu'il fallait s'occuper des créateurs dont on nous donnait, on nous disait faites des pages Armani, faites des pages ceci, faites des pages cela, il faut en faire 4 par an, 3 couvertures. Donc cette liberté de la presse, ça s'appelle comme ça même en mode, en design ou en... je sentais qu'elle allait petit à petit disparaître. Elle n'a pas disparu, parce qu'il y a des magazines qui se sont créés, beaucoup en Angleterre, aux États-Unis aussi, qui sont des magazines qui sont libres aujourd'hui. Je vous en donnerai la liste à la fin. Et là, par un hasard très extraordinaire, j'avais vécu l'arrivée des créateurs japonais avec
une agitation absolument extraordinaire. Donc il s'agit de Yohji Yamamoto, Comme des garçons, Reka Wakubo, Issey Miyake, et puis il y avait un créateur en marge qui est devenu quelqu'un de complètement iconique, qui est Asdin Alaya. Bon, ça fait partie vraiment, pour moi, du noyau dur, de ceux qui ont vraiment apporté quelque chose. Parce que, alors, Saint-Laurent, bien sûr, avant, mais ça, on va en reparler, mais ces créateurs-là, par exemple, les Japonais ont ouvert la porte aux créateurs belges. Parce que sans la mode japonaise qui a cassé tous les tabous que nous avions, il n'y aurait pas de création belge aujourd'hui. Et ils sont, ces créateurs belges, beaucoup plus libres que ne le sont la plupart des maisons, puisque la plupart des créateurs sont avalés aujourd'hui par les grands groupes, que ce soit LVMH, le groupe Kering, qui s'appelait Pinot, il y a très peu de temps, et d'autres groupes. Et aujourd'hui, moi je pense que c'est... Pourquoi pas? Mais en même temps, je pense que c'est très difficile pour un jeune créateur de devoir obéir à des règles extrêmement précises, qui sont des règles commerciales, qui sont des règles de nombre de vêtements fabriqués. Enfin, aujourd'hui, il faut être, en étant créateur, il faut être aussi homme d'affaires. Or, à l'époque, quelqu'un comme Yves Saint-Laurent, par exemple, s'il n'y avait pas eu M. Pierre Berger à ses côtés, avec tout ce qu'on peut reprocher à M. Berger, mais lui, son admiration première, c'était la création. L'art, la création, l'artiste. Alors, des artistes qui font de la mode, il n'y en a pas beaucoup. Mais il y en a. Le reste, ce sont des stylistes. Alors, je voudrais faire une petite parenthèse pour vous dire, parce que comme je me suis prévenu, que je travaille encore en consultante, et je vais vous raconter comment. Alors, en fait, quand j'ai quitté donc, le journalisme, j'avais décidé de prendre une année sabbatique. Et là, Yohji Yamamoto, qui est un créateur japonais, m'a contacté, m'a appelé, on m'a appelé pour me dire que Yohji Yamamoto voulait prendre un thé avec moi. Comme j'avais déjà reçu un magnifique cadeau comme des garçons, je me disais qu'ils sont élégants, ces japonais. À partir du moment où vous n'avez plus de pouvoir, ils vous couvrent de cadeaux, pendant que vous l'avez, ils ne vous demandent rien. Bien. Alors je vais à ce thé avec M. Yamamoto, et là, à un moment donné, je le remercie, vous le verrez d'ailleurs, il est peut-être déjà passé en photo, c'est un homme d'une séduction absolument incroyable, et d'un talent phénoménal. Alors, j'ai travaillé avec lui 22 ans, et sa question a été, je pense que vous comprenez peut-être tous l'anglais, mais je vais traduire, il m'a dit « Irène, merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour nous, pour moi, Yohji, voilà, parce que j'avais fait des publications qui étaient totalement libres et gratuites, parce que pour moi, c'était des génies, et ils le sont toujours. Donc, c'est difficile de dire génie, mais ce sont de très grands artistes qui font de la mode. La mode, ça n'est pas de l'art, hein. C'est un artisanat, mais vous pouvez avoir des artistes qui la font, et vous pouvez avoir simplement des stylistes qui font de la mode. Et ça restera toujours comme ça. Il y aura quelques artistes qui sortiront. On dit aujourd'hui c'est très difficile de sortir. C'est vrai, mais il y a des moyens. Alors, donc Yohji m'a dit, would you work for me? Alors je lui ai dit, what do you want me to do? Alors il me dit, alors là il a eu une réponse extraordinaire, il m'a dit, my translation. Alors en fait, et c'était vrai, ces créateurs, très très créateurs, n'étaient pas compris. Il y avait des journalistes dont je ne citerai pas le nom qui disaient mais c'est Hiroshima, il y a des trous, c'est des tenues de SDF, enfin bon, tout était... Il y avait des vraies batailles d'Hernani à la sortie des défilés, c'était incroyable, c'était tout juste si on sortait pas les poings, quoi, entre toutes ces dames. Et en fait, il y avait une certaine catégorie de personnes qui avaient vu ce qui allait se passer, et d'autres qui ne voyaient absolument pas, qui voyaient une destruction
d'une construction. Et en fait, ça n'a pas été une destruction, ça a été une création de quelque chose de complètement nouveau. Alors, je lui ai dit, écoutez, laissez-moi un peu de temps, je suis très fatiguée, je travaille depuis 1966, et je vais vous donner une réponse, on va attendre. Ça, c'était au mois de janvier, c'était disons en janvier. Tous les 15 jours, il m'a fait envoyer un message pour me demander si j'étais décidée. Et tous les 15 jours, je lui ai dit non, pas encore. Et après, il m'a invité au Japon. Et pour des raisons professionnelles, parce que j'étais toujours occupée, parce que Kenzo, par exemple, m'avait invité plusieurs fois, je ne pouvais pas y aller puisque je faisais des journaux, et que vous savez que quand on fait des journaux, il y a un deadline, et que ce deadline, il faut être là pour boucler. Et donc je n'avais jamais été au Japon, ça a été une découverte absolument extraordinaire. C'est un pays où il se passe des choses inouïes, et même aujourd'hui, par rapport à la mode, c'est absolument formidable. Donc je vais au Japon et il m'envoie dans des endroits de culture, Kyoto, Nara, les endroits où on prend des bains, les endroits où enfin bon, la nourriture, les gens, la gentillesse vraiment enfin la beauté de ce pays. Et moi qui suis quelqu'un d'extrêmement baroque, d'extrêmement désordonné quelque part, j'ai pas trouvé que c'était un pays ordonné du tout. On a l'impression que c'est un pays zen, mais ça ne l'est pas. C'est un des pays les plus compliqués que je connaisse. Alors, si un jour vous avez l'occasion d'y aller, c'est pas si cher que ça, c'est pas vrai. Hein. Il y a des petits restaurants, on mange des nouilles, c'est parfait. Ça ne coûte rien. Vous avez besoin d'aide, je vous aide. Et donc, il se passe quelque chose, il y a la rue qui est absolument extraordinaire. Alors, pour revenir à ce que je disais, donc j'ai commencé à travailler avec Yohji Yamamoto, parce qu'il m'a dit « So, do you like Japan ?» J'ai dit « oui. »« So, you work for me ?» J'ai dit « oui. » Et ça a duré 22 ans. Et il y a 3 ans, j'ai arrêté, tout simplement parce que j'étais un peu fatiguée. Et j'avais quelqu'un d'autre que j'aidais, qui était non pas au début de sa carrière, mais au début de sa carrière parisienne, qui a créé sa maison. C'est un styliste qui s'appelle Giambattista Valli, et que vous verrez apparaître en photo avec un collier de perles. C'est un Italien, et je travaille avec lui depuis 8 ans. Il a créé sa propre maison en France, et je l'ai aidé à se sortir de maisons dont il avait travaillé précédemment, comme Fendi, Ungaro. Enfin, il avait tout un passé de premier assistant, et je l'ai aidé à trouver sa voie personnelle à lui. En fait, ce travail de consultante, c'est vraiment ça, c'est accompagner un créateur. Ça veut dire que ce travail de consultante, c'est continuer le travail de journaliste. J'ai découvert ça maintenant. C'est-à-dire que je suis passée du journaliste de mode, beauté, etc., l'image, à conseil en communication et conseil en mode. C'est-à-dire que les créateurs ont énormément de mal, comme tout créateur, à se séparer de leur bébé. Or, quand on regarde une collection, quand elle est finie, il faut arriver à en enlever. C'est-à-dire qu'il faut arriver au défilé, qui est la finalité d'une création. Or, c'est très difficile pour eux d'arriver à éliminer. Il y en avait à cette époque-là, surtout toujours trop, c'était les années 90. Il y en avait toujours trop. Quand Yohji Yamamoto est arrivé à Paris, il y avait à peu près 2000 pièces qui arrivaient du Japon. Quand je l'ai quitté, il y en avait 500. C'est-à-dire que c'était complètement inutile de faire fabriquer, de faire des tas de choses dont on ne se servirait pas, mais qui par contre étaient créées. Enfin, il y avait une création très importante au Japon, mais il y avait des choses, c'était bien qu'elles restent non montrées, non vendues, parce qu'elles pouvaient servir à la saison suivante. Parce que très souvent, vous faites quelque chose, vous vous rendez compte que ce n'est pas le moment, mais quand les créateurs sont vraiment des créateurs, ça peut toujours servir.
Et d'ailleurs, au début de cette carrière de conseillère, je suis allée au Japon voir la collection à partir du moment où Yohji Yamamoto commençait à la créer. Eh bien, avec un véritable créateur, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Parce que vous pouvez interrompre le processus de création. Parce qu'une journaliste, ce que je ne suis pas une créatrice et je ne le serai jamais, ne peut pas comprendre les folies qu'un créateur peut créer quand il est dans ce processus. Donc je lui ai dit, écoutez, moi je crois que ce qui est très important, c'est que je ne vienne plus pendant le processus de création, mais par contre que j'intervienne à la finalité sur le showroom de vente, sur le défilé, sur le choix des mannequins, sur les lumières, sur tout ce qui est le dernier stade. Donc j'ai travaillé avec lui pendant 22 ans et je dois dire que ça a été, je pense, la plus extraordinaire période professionnelle de ma vie. Parce que quand vous travaillez auprès d'un artiste, c'est absolument passionnant. Alors, aujourd'hui, je continue, on me demande un peu à droite à gauche, et ce que je voudrais vous dire, c'est que justement, je crois que l'âge n'est pas un problème. C'est-à-dire que c'est un problème par rapport à une création jeune, entre guillemets. Si vous me demandez quelle est la différence entre deux jeans taille basse, je vous dirais, bon, moi j'aime le 501, je l'ai toujours aimé, et je vais avoir du mal à savoir, mais je regarde, et mon œil, lui, il est extrêmement vif, et Dieu merci, il le reste pour l'instant. Ça va peut-être s'arrêter un jour, je regarderai les fleurs et les plantes, mais pour l'instant, je regarde la rue, je regarde comment les gens s'habillent, je lis les journaux sans arrêt, je regarde la télévision, je vais au cinéma. Alors il y a un mot qui est très très important pour moi, c'est la curiosité. Je crois que c'est très important d'être curieux. Alors curieux des êtres humains, des hommes, des femmes, des jeunes, curieux de les voir, de les écouter et surtout de les entendre. Parce qu'on peut apprendre tellement de choses. Donc je pense qu'aujourd'hui c'est peut-être ça qui peut manquer ou que les personnes soient un petit peu déboussolées, c'est qu'on ne les écoute pas suffisamment. Alors, il faut faire attention parce que ça finit toujours par une révolution quand on n'écoute pas les gens. Hein. Bon, alors ne faites pas de révolution. Alors, donc, si vous voulez, c'est, comme je vous ai dit, c'est exactement la même carrière. C'est-à-dire que je suis restée fondamentalement quelqu'un qui regarde. Donc, un journaliste, ça écoute et ça regarde. Donc, j'aimerais, et normalement, ça doit pouvoir faire passer cette écoute et ce regard, honnêtement, sur ceux qui vont lire ou qui vont entendre. Alors ça, c'est peut-être un peu plus difficile en ce moment, mais je ne suis pas pessimiste. Hein. Donc, il y a encore des gens qui écoutent, qui regardent et qui transmettent honnêtement dans tous les domaines. Alors, pour l'instant, je conseille aussi des grands magasins. Par exemple, quand le Bon Marché s'est créé à Paris, ils ont fait des réunions de journalistes et de personnes qui ont pu leur dire achetez tel créateur, achetez tel créateur. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile. Quelqu'un comme Alaya, par exemple, c'est quelqu'un qui a énormément été aidé par la presse, car jamais il n'y a eu de publicité, jamais il n'y a eu de journalistes achetés. J'ai une anecdote, quand j'ai commencé à Vogue, un jour je vais sur un shooting, c'est pas un shooting de photos, et d'un seul coup arrivé quelqu'un dont je vous citerai pas le nom, avec une valise pleine d'argent. Et les vêtements que cette personne faisait. Et il a dit, voilà, ça sera pour 4 parutions. Alors, j'étais mais absolument hébétée.
Donc on l'a mis dehors, cette personne existe toujours, il a fait carrière, et il essayait d'acheter des parutions. Donc ça aussi, ça a existé et ça existe. Aujourd'hui, la publicité est plus importante que les journalistes qui se font vraiment acheter. Mais, donc voilà, si vous voulez, en gros, voilà, si vous voulez, ma carrière et ce que je peux vous dire, et je pense que ça sera intéressant que peut-être que vous me posiez des questions auxquelles je peux répondre pour faire rebondir l'histoire. Est-ce que j'en ai assez dit, pas assez? Est-ce que ça vous intéresse? Ça ne vous intéresse pas? Merci beaucoup. Vous savez, je suis sincèrement très émue, vraiment. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que c'est pour moi d'être écouté, entendu, et surtout d'avoir un public de personnes jeunes vous avez l'avenir devant vous, et je voudrais dédier vraiment les dernières années qui sont devant moi, tant que je serai alerte, au passage du savoir et à la transmission. Voilà, ça me paraît très important et je pense que ça ne s'est pas fait de manière très efficace. Et je vais vous citer juste une petite anecdote. Il y a une école à Paris qui s'appelle le Cours Berceau. Il y a une femme qui est toujours de ce monde, qui est très âgée, qui s'appelle Marie Ruki. Et de son école sont sortis vraiment des gens formidables. Et la première chose qu'elle leur a dit quand ils arrivaient, elle leur disait surtout « lavez-vous, parce que ça sent pas bon ». Alors c'était très amusant, Moi j'étais jury, alors je suis jury pour Sainte-Martine, pour les écoles en France, les écoles en Belgique, parce qu'il y a des endroits formidables dans tous ces endroits-là. Donc si vous avez des questions, je serai ravie d'y répondre. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Hein. Ça veut dire que j'ai trop parlé. Ah, il y a un jeune homme là, je le vois dans l'ombre. Il est là. Coucou. Pour vous, quelle époque dans la mode vous avez le plus touché, Alors, je vais vous dire, je dis toujours que ça... Alors, ce monsieur m'a demandé quelle était la période qui m'avait le plus touché ou qui m'avait le plus plu dans la mode. Alors, les personnes me disent souvent, mais alors avant, c'était mieux. Alors, la conclusion, c'est que pas vraiment. C'était très difficile, mais c'était différent. Donc, il faut s'adapter à toutes les époques. Et comme je vous disais, moi je pense que cette période-là, bon, d'abord il y a des périodes où je n'étais pas encore, non pas de ce monde, mais j'étais encore très très jeune, c'est Balenciaga, dont vous avez probablement vu quelques images derrière moi, on peut d'ailleurs commenter. Ensuite, il y a eu Yves Saint Laurent. Et Yves Saint Laurent, pour moi, c'était vraiment un dieu, parce que ce créateur, il envoyait des lettres d'amour aux femmes. Or, les créateurs qui envoient des créateurs de vêtements femmes, qui envoient des lettres d'amour quand le vêtement sort sur un podium, c'est extrêmement émouvant. Or ça me paraît très important. Puis il y a des créateurs, je dois dire qu'il y a des créateurs qui n'aimaient pas les femmes. Je ne parle pas de sexualité, hein, parce que la plupart des créateurs sont homosexuels et ça va très bien. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas les femmes. Asdin Alaya est fou des femmes, Yves Saint Laurent était fou des femmes, Balenciaga adorait les femmes. Yohji Yamamoto n'est pas homosexuel, c'est une exception. Mais il adore les femmes. Alors, donc ça ne veut pas dire. Mais vous avez des renvois d'images qui sont des images qui sont faites
pour les femmes. Alors, je peux aussi parler de mode masculine, parce qu'avec Yogi, il a créé une mode masculine extraordinaire, qui a là aussi révolutionné la mode masculine. Mais Yves Saint Laurent, c'était vraiment, ses défilés étaient des lettres d'amour. Et je crois que c'est un des seuls créateurs, avec Yohji Yamamoto, qui a déclenché chez moi une montée de larmes aux yeux, d'émotion. C'était entre la musique, les vêtements, tout était un hommage, de l'amour, voilà. Voilà, c'était le mot amour que je cherchais. Donc je pense que dans la vie, c'est quand même quelque chose de très important, l'amour, que ce soit pour la personne qui partagera votre vie, pour vos enfants, etc., mais pour le métier qu'on l'on fait, et d'essayer de le faire le plus honnêtement, le plus facilement et avec beaucoup d'amour pour les autres, beaucoup d'écoute, toujours. Je reviens un petit peu aux mêmes mots, mais ils sont pour moi très importants. Mettez-vous debout et parlez fort, c'est pas grave. Ma question, c'est oui. Aujourd'hui les magazines qui restent libres. Alors là, Quels sont les magazines qui restent libres aujourd'hui? Alors, en France, aucun. Je parle de la mode. Alors, je vais pas me lancer sur la politique, parce que alors là, c'est autre chose. C'est pas mon métier. Mais enfin, j'ai des idées. C'est pas mon métier. Aucun, parce que je dirais qu'à 95%, les magazines de mode, d'ailleurs si vous faites ce qu'on appelle une pige, c'est-à-dire que vous tournez les pages et vous regardez les parutions, vous aurez 95%, nous dans la presse on appelait ça le renvoi d'ascenseur. C'est-à-dire que vous avez des annonceurs, alors vous voyez, si vous regardez avec un autre œil, parce qu'on se sera parlé, un magazine comme le Elle ou le Marie-Claire, je dirais qu'il y a un magazine qui est nouveau, qui est un magazine plus jeune, qui s'appelle Grazia. Or, Grazia, moi, j'ai très bien connu l'origine de ce journal, puisque c'est né en Italie, et quand il a commencé en France, c'est une grande amie à moi qui s'occupe des Grazia dans le monde, et elle a gardé, ils ont une marge de liberté dans la parole et dans l'image qui est un peu plus importante que les autres magazines. Et ça ne les empêche pas d'avoir beaucoup de publicité. Parce qu'en fait, moi je me souviens de conversations que j'ai eues avec des créateurs en leur disant « Mais en fait, vous éliminez pour vous de savoir si vous avez du talent vraiment ou pas. Puisque vous payez pour. Alors, bien sûr, les rédactrices de mode qui font de l'image, etc., eh bien, elles ont du goût, elles sont douées, même si aujourd'hui il y a beaucoup d'ignorance. Hein. Enfin, je suis là pour apprendre, pour faire apprendre, pour raconter. Mais les rédactrices de mode savent prendre un vêtement et le rendre beau et intéressant. Pas toujours, mais enfin bon, j'essaie d'être gentille. Mais en fait, je crois que ça se retourne contre les créateurs. Parce que si vous n'avez pas une vraie journaliste, une vraie équipe de mode qui vous publie parce que vous êtes vraiment doué, c'est ce qui s'est passé dans les années 90. Parce que là, à ce moment-là, justement, quelqu'un comme Alaya, quelqu'un comme les Japonais, il n'y avait absolument il ne faisait aucune publicité. C'est encore comme ça aujourd'hui. Alaya n'a jamais fait de pub, Agnès B n'a jamais fait de publicité, et les Japonais en ont peut-être un peu pour le parfum, enfin très peu. Et ça n'empêche que maintenant, si vous voulez, ce qu'on appelle le rédactionnel, c'est-à-dire les pages complètement libres, il y en a très très peu. Il y en a très très peu. Aujourd'hui, vous avez vraiment 95% des pages qui sont dédiées aux annonceurs.
Alors, en Angleterre, aux États-Unis, vous avez énormément de magazines, par exemple un magazine comme ID, comme beaucoup de magazines qui sont beaucoup plus libres et qui arrivent à en survivre très bien. Très bien. Très très bien. Pardon. Oui? Je voulais savoir quelle a été votre différence par rapport à une autre pour réussir à sécuriser vos points forts. À une autre? Les autres journalistes. Ah non, ma différence, c'est que probablement, c'est une question aussi de génération. Parce que la plupart des rédactrices en chef de ma génération ont arrêté petit à petit. Donc, ma différence, c'est de n'avoir jamais voulu qu'on m'achète. Parce que j'aurais pu. J'aurais pu. Il y a eu jusqu'à très peu de temps des journalistes qui ont été achetés parce qu'elles donnaient des conseils. Moi, quand j'ai commencé à Vogue, avant, j'avais moins de puissance, puisque j'étais rédactrice de mode dans un magazine, donc j'avais pas de pouvoir. Voilà, le mot pouvoir, je ne l'ai pas encore utilisé, mais il est très important, mais je n'en avais pas. Mais à partir du moment où je devenais rédactrice en chef, j'en avais un. Donc il n'était pas question d'accepter le moindre consulting ou la moindre chose avec qui que ce soit. Ce que je faisais quand je n'avais pas de pouvoir, parce qu'il fallait bien vivre, on était très très peu payés, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Hein. Les rédactrices en chef de mode sont très très bien payées, contrairement à ce que nous on avait. Bon, on avait des avantages, on avait une voiture qui nous transportait, enfin, je ne veux surtout pas me plaindre. C'était pas mal, mais enfin rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. Mais de toute façon, on avait une liberté. Donc après, cette génération, il y avait une femme qui s'appelait Claude Brouet, qui était extraordinaire, qui dirigeait Marie-Claire, pendant les années où elle a créé vraiment des photographes, des créateurs, des stylistes, des gens qui faisaient des meubles, de la déco, enfin c'était à 90% libre. Et vous aviez les gros annonceurs beauté, Chanel, etc., parfum, et là on ne vous demandait rien, mais automatiquement, quand j'étais à Vogue, s'il y avait 2 chemises blanches qui étaient identiques, il était intelligent de publier celle de l'annonceur, puisque l'autre chemise blanche, on en avait déjà parlé, je vais vous dire genre Agnès B et je ne sais plus qui. Alors Agnès, elle savait qu'on l'aimait et qu'il y avait beaucoup de rédactionnels et que c'était quelqu'un d'extrêmement doué. Mais s'il y avait 2 chemises blanches, ben, intelligemment on montrait celle de, je sais pas, de Chanel, allez, parce que ça faisait plaisir au groupe Chanel et voilà. Mais entre une chemise blanche d'un grand créateur comme Yohji Yamamoto, qui avait des manches différentes, un col différent, une ampleur différente, qui était une véritable création, on choisissait Yohji Yamamoto comme des garçons ou je ne sais qui d'ailleurs, parce qu'il y avait énormément de gens qui n'étaient pas annonceurs. Donc la différence, c'est que ça a changé. C'est un autre métier. Alors, est-ce que ça va changer encore? Moi, je suis intimement persuadée que oui. Parce que, par exemple, il faudrait que vous preniez note, il y a un espèce de journal qui s'appelle Vestoj, V-E-S-T-O-J, qui sort tous les 3 mois. Et c'est fait par un groupe de journalistes, alors là, totalement libre. Alors, je leur ai relâché une interview un peu... Et elle l'a publié, et j'ai eu pas mal de retours, des bons et des mauvais. Les gens me disaient, mais comment pouvez-vous permettre, etc. J'ai dit, mais je me permets ce que je veux. Je suis complètement libre, je suis payé par personne, donc je raconte ma vie et je raconte ma vie, je raconte ma carrière et je donne des conseils pour demain. Donc il est possible demain de créer un magazine. Il est possible de créer des choses sans et de les montrer, mais il faut avoir beaucoup plus de force parce qu'à l'époque, nous on se déplaçait beaucoup. Et aujourd'hui, tout le monde regarde sur Internet, donc on ne touche pas le tissu, on ne rencontre pas la personne qui a fait le vêtement. Moi, j'ai connu des jeunes créateurs qui n'ont pas continué. Il y a un garçon là qui fait des meubles, des décors, etc., qui a commencé dans la mode, il s'appelle José Lévy.
et qui est extrêmement doué. Il a abandonné parce que personne ne venait voir son travail. Et pour finir, eh bien, ça y est, je suis revenue. Pas très bien m'en servir. Je chanterai pas, je me promets. Et donc, des créateurs comme ça, moi j'ai connu un créateur, un jeune Iranien, qui était extrêmement doué, mais je lui ai dit arrêtez, parce que vous êtes tellement exigeant que vous n'y arriverez pas. Et ça, je pense que c'est un instinct où j'ai vu des gens qui avaient pour eux, le mot exigeant, je ne l'ai pas utilisé, je l'ai mal utilisé, c'était pas ça. En anglais, on dit demanding. Ils voulaient trop de choses. Je crois qu'il faut y aller par étapes. Voilà. J'ai le sentiment, mais peut-être que je me trompe, qu'il y a moins de créateurs de ces dernières années qu'il y en avait dans les années 60, 70. Eh bien non. Mais en tout cas, ils sont C'est ça. Au niveau du volume, de l'activité, parce que je pense quand même que la méthode a changé, oui. Et aussi surtout la distribution, la commercialisation, comme vous voulez, a changé. C'est-à-dire que dans les années 60-70, il y avait les créateurs ou les marques dessinées par les stylistes, et puis il n'y avait rien. Pas grand-chose. Alors qu'aujourd'hui, il y a un foisonnement de marques qui ne sont pas, par exemple, pour parler de marques comme Coppels ou des gens comme ça, qui quand même foisonnent, distribuent beaucoup et empêchent, à mon avis, les créateurs, comme José Lévy ou d'autres, d'avoir une ouverture de marché parce que les places sont prises. C'est vrai. Il y a l'argent, oui. Et puis il y a le foisonnement. Par exemple, les Zara aujourd'hui, qui n'est pas une marque, oui. joue contre Altra, c'est parce qu'il crée malgré tout à des prix et puis c'est populaire. Il ne crée pas, il copie. Mais très intelligemment. Alors je vais vous dire, aujourd'hui, c'est vrai que c'est différent. Vous avez tout à fait raison de soulever ce problème parce que vous avez des marques qui se sont créées pour des acheteurs, enfin publics, qui n'existaient pas aussi. Parce que quand aujourd'hui vous rentrez chez Zara, chez H&M, etc., et quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent peut s'habiller, alors qu'il fut une période où même si on allait s'habiller chez Daniel Echter ou enfin, Claude Montana, Mugler, c'était très cher. C'était très cher. Et il y avait que, bon, il y avait dans les grands magasins, il y avait des marques, etc. Aujourd'hui, je pense que c'est plus démocratique, mais en même temps, ces marques-là auraient dû. Alors, la marque que vous citiez, je ne parle pas d'H&M, Zara et tous ces grands groupes qui, eux, ont des bureaux de style absolument énormes, parce que je suis allée voir, parce qu'ils m'ont demandé à un moment donné de travailler pour eux, j'ai dit non. J'ai dit non parce que c'était pas parce que c'était pas mon domaine. Mais ils ont des équipes extraordinaires. Alors ils prennent un vêtement, ils achètent les vêtements de créateurs et ensuite ils le réinterprètent. Bon, la qualité n'est pas toujours la meilleure, loin de là, mais enfin aujourd'hui, est-ce que la qualité, etc., quand on paye quelque chose de pas cher, on ne peut pas tout demander. Bon, alors ça, c'est tout un public qui n'avait pas d'argent et qui peut s'acheter un manteau pour 70 € et qui est très très bien, enfin très bien coupé, à la mode, etc. Bon, alors c'est bien que ça existe, ça ne pouvait pas ne pas naître. Les autres marques dont vous parlez, qui peuvent être Zadig & Voltaire, de Coppels, etc., en fait, ce sont les enfants, entre guillemets, du sentier. Ils sont très doués, très très doués. C'est-à-dire que, moi je les connais tous, et je dois dire que
il y en a qui sont vraiment formidables et qui ont créé ces marques, mais ils auraient pu investir aussi dans la création. C'est-à-dire qu'à l'époque où il y avait des jeunes stylistes qui naissaient, ils ont voulu investir dans des produits qu'ils ont inventés eux. C'est-à-dire ce qui manquait, des lignes de pullover, des lignes de jeans, de pantalons, de cuir, là aussi en s'inspirant de l'air du temps. Parce qu'il n'y a pas de création. Moi, les inspirations, je les repère au 4e de tour. Mais là aussi, bon, ça fait partie de l'évolution. Mais la question que vous m'avez posée, c'est que par rapport aujourd'hui, comment émerger? Moi, je pense que c'est encore possible. À condition que la presse, les acheteurs qui sont devenus très puissants, et eux, ils le font. Par exemple, les acheteurs américains, les acheteurs japonais, les acheteurs australiens, etc. Eux, ils se déplacent. Ils vont voir. Il suffit de leur dire « Ah tiens, vous devriez aller voir un tel », ils y vont. Parce que maintenant, je pense que l'avenir, en dehors des créateurs qui continueront à être avalés, et les marques dont nous avons parlé maintenant, qui vont continuer, parce qu'ils font des choses qui sont pas mal aussi, et là, les prix sont corrects. Disons que c'est pas donné, mais c'est quand même correct. Un manteau fait 350 €. C'est cher, mais c'est pas 2000 ou 3000 € qui est le prix quand même des créateurs, qui fonctionne aussi. Hein. Il y a toujours un public pour ça. Un peu moins en France qu'à l'étranger, mais il y a. Mais les jeunes créateurs, le plus important, c'est de les voir, de les entendre, de les écouter et de les défendre. Dans tous les domaines de la création, que ce soit le design, la mode, le design textile, il faut se déplacer et aller voir. Alors, des conférences comme aujourd'hui, j'en ai déjà faites, enfin celle d'aujourd'hui est particulièrement émouvante pour moi. D'abord parce que j'adore cette ville et qu'il y a beaucoup de choses qui me font très plaisir. Mais je pense qu'il faut continuer à avoir cette curiosité d'aller voir les gens, d'aller voir les jeunes, de regarder leur travail, de leur dire ce que nous pensons, nous qui avons déjà avancé sur ce chemin. Ce qui ne veut pas dire qu'on est à 100% raison, hein, parce qu'il y a des domaines qui ne sont plus... Enfin, comme je vous disais tout à l'heure, il y a des domaines, mais par contre, tout ce qui est vêtements de jeunes, les jupes, les pulls, etc., tout ça, je pense que vieillir, c'est être séparé en deux. Il y a une partie de nous qui reste la même, et une autre partie qui vieillit. Alors quand on me demande c'est quoi l'âge pour vous, je dis toujours c'est courir derrière l'autobus et plus pouvoir l'attraper. Mais c'est tout. Pour le reste, je pense que c'est pareil. Tant qu'on a la passion, tant qu'on a la curiosité, tant qu'on a envie de raconter, tant qu'on a envie de regarder, tout ça c'est formidable, non? Oui. Voilà. Je parle pas de... Oui, jeune homme. J'ai une question. Je pense qu'ici, il y a des gens qui veulent travailler dans la mode. Oui. Et je voudrais savoir en fait quels conseils vous pouvez nous donner si on voudrait travailler dans la mode plus tard. Quel conseil je peux vous donner? Non, j'ai pas entendu. Qu'est-ce que vous vouliez que je vous donne? Quels conseils pour travailler dans la mode? Alors, croire en soi et en ce qu'on fait. Essayez d'approcher les gens qui peuvent vous aider, parce que ça, c'est pas un défaut. Hein. Il ne faut pas rester dans l'ombre, parce que si on reste dans l'ombre, on ne vous voit pas. Essayez de montrer le plus possible son... Je vous vois, hein, d'essayer de montrer le plus possible son travail. Et je pense qu'il reste encore des gens, mais qui sont jeunes aussi, et qui sont curieux, et qui vont aider. Parce que ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux marques,
Moi, je pense qu'il reste de la place. Quand on me dit « Ah, il n'y aura plus jamais un Nazim Alaya, il n'y aura plus jamais… » C'est pas vrai. Il y a eu des génies, des artistes de tous les temps. Bon, aujourd'hui, c'est différent. Mais ce qui ne veut pas dire qu'on doit abandonner l'espoir de réussir. Alors, comme je vous disais, il y a des choses de base à avoir. C'est cet instinct de mode qui fait qu'on peut la sentir un peu avant qu'elle n'arrive, parce que ça aussi c'est important. Parce que il y a des phénomènes qui sont dans l'air, dans la rue, d'ailleurs je reviens au Japon pour ça, parce que la rue est absolument mais incroyable. Et c'est peut-être parce que dans les pays asiatiques, tout le monde se ressemble. Et j'ai parlé beaucoup avec des Japonais, Japonais ou Chinois ou Coréens, ils ont tous les cheveux noirs, ils ont tous les yeux bridés, il n'y a pas les différences qu'il y a dans le monde occidental. Donc ils se teignent les cheveux en bleu, en vert, le dimanche ils se promènent habillés en gothique ou en... D'ailleurs, ce sont ces mouvements-là qui ont créé le mouvement punk, le mouvement... Tous ces mouvements sont devenus des phénomènes de mode, mais il y en aura encore. Il y en aura encore, c'est sûr. Le tout, c'est qu'il faut les voir, et bon, les journalistes de mode sont là pour ça. Je dois dire que là, il y a très souvent, enfin les tendances, c'est très souvent les nouveaux sacs, ou voilà ce que portent les actrices, à qui on offre des vêtements et des sacs. Hein. Je vous dis tout de suite, elles ne les portent pas parce qu'elles aiment le sac de Gucci ou le sac Hermès. Dommage. Il y en a quelques-unes, mais je ne suis pas gentille. Voilà. Tout au long de votre carrière, est-ce que vous avez eu, quels ont été vos regrets, quelles ont été vos fiertés vis-à-vis de la mode? Quels ont été vos regrets et vos fiertés? Mes regrets et mes fiertés. Alors, ça c'est une très bonne question. Alors, je vais commencer par les choses dont je suis fière, c'est d'avoir justement aidé, d'avoir cru en certains créateurs et d'avoir j'étais pas seule, hein, on était tout un groupe à porter les vêtements de ces créateurs. Parce que quand on arrivait dans un défilé, à l'époque, aujourd'hui, on continue à arriver comme un spectacle, pour se montrer, pour se faire voir. À l'époque, c'était pareil. Il fallait quand même qu'on représente un journal. Donc si je représentais Vogue, il fallait tout de même que j'ai un minimum de... Mais on essayait de défendre des créateurs qui n'avaient pas de visibilité. Donc ça, j'en suis très fière, parce que je sais que quelqu'un comme Margiela, quand le directeur de mon journal m'a dit « C'est quoi là, cette robe ?» C'était 6 mois avant que je parte. C'était photographié par Peter Lindbergh, donc vous avez vu des photos là derrière. Et j'ai dit « C'est Martin Margiela ». Il m'a dit « Mais c'est qui Martin Margiela ?» J'ai dit « C'est votre annonceur de demain ». Il faut bien les faire, les annonceurs de demain. Il faut qu'ils deviennent riches, etc. Bon, aujourd'hui, Margiela a été acheté par le groupe Diesel. Bah, ils annoncent. Hein. Donc, c'est bien d'avoir été Martin Margiela. Alors, les regrets, oh, bien sûr, j'en ai, mais pas... J'ai pas de regret d'avoir quitté la presse. J'étais pas mal secouée, parce que ça représentait quand même... Bon, il fallait bien vivre, hein. Mais j'ai pas de regrets. Bon, j'ai des regrets d'avoir loupé des séances photos. Un jour, je vous raconterai, ça va vous faire rire. Saint-Laurent avait fait une collection de smoking, qui était une collection extraordinaire. Tout était smoking. Je ne me souviens plus si c'était une collection de couture ou prêt-à-porter, mais je crois que c'était couture. Et puis un photographe m'a, ce qu'on disait dans le métier, pané le sujet. C'est-à-dire qu'il a raté les photos. Donc, comme je n'aimais pas les images, j'ai pas beaucoup parlé d'ailleurs d'images et de communication, mais bon, j'ai dit, bon, on fait sauter le sujet. Donc, ça faisait des pages en moins dans le journal sur le talent d'Yves Saint-Laurent qui était complètement libre. Et vous allez voir pourquoi. Alors, Pierre Berger m'appelle et on me le passe, on me dit, c'est M. Berger au téléphone pour vous. Je dis, bon, très bien, allô? Alors, il me dit,
vous, Irène, pour qui j'ai tant de respect, tant d'admiration, qu'est-ce que vous m'avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait à Yves? Alors je dis, qu'est-ce que j'ai fait, Pierre? Vous avez vu le numéro de Vogue, il n'y a pas suffisamment d'images. Alors, ça, c'était un reproche. Il n'a jamais enlevé sa publicité. Hein. Il ne demandait pas en échange. Hein. Ce n'était pas un renvoi d'ascenseur, lui. Il ne faisait pas ça. Et alors, je lui ai dit, mais vous savez, Pierre, je suis vraiment désolée, mais c'est un accident. Alors, il m'a dit, ma petite Irène, quand un avion tombe, il y a des morts. C'est un accident. Voilà. Alors ça, je m'en suis toujours souvenu. Et ça, c'est... Bon, alors j'ai le regret d'avoir jeté ce sujet, comme d'autres, parce que j'aurais aimé que ça soit parfait et que ça soit dans le journal, mais je n'ai pas de regret d'avoir fait des numéros que vous avez vu peut-être passer sur le Dalai Lama ou Nelson Mandela ou bon, des grandes personnalités des numéros de Noël, alors qu'aujourd'hui, le Vogue fait Carla Bruni et Victoria Beckham. Alors, bon, je prie. Les images de Vogue aujourd'hui, alors je les regarde, bon, bien sûr, je parle du Vogue France, hein, parce que si on regarde le Vogue américain, vous avez encore des images extraordinaires faites par des rédactrices de mode qui sont plus ou moins de ma génération et qui sont encore extraordinairement créatives. Je dirais que le Vogue italien, le Vogue italien, le Vogue américain, le Vogue anglais sont meilleurs que le Vogue français. Alors, bon, il va y avoir un enregistrement de ce que je dis, mais j'ai peur de personne. Je suis absolument parfois hébétée par ce que je vois. Bon, moi je n'ai pas aimé la période sexe et rock'n'roll. Non pas que j'ai des problèmes parce que M. Tom Ford demandait à Karine Roitfeld, parce qu'ils étaient très unis, puisque Karine a lancé cette mode. Ça m'a jamais passionné. Des femmes à cheval à quatre pattes sur une cheminée, je ne dis pas que la photo de mode doit être de la réalité, mais l'image que l'on véhicule ne véhicule pas toujours la bonne. Je pense que pour moi la beauté, mais je ne parle pas beauté émérite, hein, mais la beauté des images, la beauté des mannequins, ce qu'on veut dire, ce qu'on montre, c'est un enseignement extraordinaire, puisque là on parle donc d'images. C'est un enseignement extraordinaire. Or aujourd'hui, je vois des images, parfois le Vogue me fait penser à un vieux je ne sais pas, je sais que c'est beaucoup de travail, hein, et que la rédactrice en chef de Vogue est une jeune femme aujourd'hui et que j'ai bien connue, mais je ne comprends pas ces images, je ne les comprends pas. Voilà, bon, vous dites vous non plus. Alors est-ce que c'est un problème de génération? C'est à vous qu'il faudra le demander, mais moi j'aime les images qui me font rêver. Et que de voir les images d'un photographe qui est d'ailleurs en ce moment en pleine polémique, qui s'appelle Terry Richardson, qui est un photographe qui a fait beaucoup de photos, pas porno, mais entre guillemets porno chic. Je n'aime pas son travail. Par contre, il y a un autre photographe américain qui s'appelle David LaChapelle, qui est un photographe qui a fait des photos très, pas outrageantes, mais très... qui fait des images qui vont rester dans l'histoire de la photo. Bon, le problème c'est ça. Combien est-ce qu'on va durer? Ces périodes, elles durent combien? Bon, moi, par rapport au catalogue de Yoshi que vous avez vu défiler derrière, il y a eu un directeur artistique avant moi qui s'appelle Marc Ascoli, qui est toujours présent dans ce métier, qui est quelqu'un d'extrêmement doué, qui a créé un photographe comme Nick Knight, et des images qui n'avaient jamais été vues précédemment. Et aujourd'hui, nous on a, je sais qu'avec un groupe de deux directeurs artistiques qui s'appellent M&M,
Il y a un livre d'ailleurs formidable qui est sorti sur eux. Nous avons fait, je ne sais plus si c'est 20 catalogues pour Yogi, où on a créé David Sims, Greg McDean, Inès et Vinoud, qui sont deux photographes. Aujourd'hui, ce sont les photographes clés de ce moment. Et nous, on les a fait travailler pour très peu d'argent, c'était des catalogues qui étaient à donner aux clientes, c'était une forme de... C'était pas de la publicité puisque c'était offert, mais la maison dépensait de l'argent. On a essayé d'être complètement créatif. Alors, vous avez peut-être vu l'image où il y a une tête de mort d'un côté et un mannequin de l'autre. Moi, j'ai adoré cette image. On dirait deux têtes de mort, mais on a laissé travailler, on laissait travailler les artistes, les photographes. On leur donnait là aussi une liberté. Et ils pouvaient créer, Paolo Roversi, Peter Lindbergh, Ardol, il a travaillé avec toute la liberté dont il avait besoin. Enfin, bon, c'est des gens qui ont créé des images qui sont là pour toujours. Or, aujourd'hui, je trouve que les images qu'on voit, bon, c'est pas parce que c'est pas moi qui les ai faites, hein, parce que je voudrais m'émerveiller, mais je m'émerveille pas. C'est embêtant. Ça me rend triste. Parce que j'aimerais, mais là aussi, alors il y a des jeunes photographes belges, etc. Quelqu'un comme Ralph Simmons, par exemple, qui est rentré chez Dior, il essaye de faire un parcours plus créatif. Alors il utilise des photographes pour la publicité qui sont des jeunes photographes. Enfin bon, on pourrait en parler jusqu'à minuit ce soir. Mais c'était passionnant de rencontrer un photographe, de dire j'adore votre travail. C'est comme les catalogues de Wise, qui est une ligne bis de Yohji Yamamoto, dont je parle parce que j'ai travaillé avec lui tellement longtemps. On les a fait avec des castings sauvages, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de mannequin. On a toujours pris des gens dans la rue pour faire des images. Il y a un monsieur sur la place de Marrakech que vous avez dû voir, qui est marocain sans dents. Tout le monde mettait les vêtements, tout le monde était. On a été en Irlande, on a été en Espagne, on en a fait un au Japon. Enfin bon, et on arrêtait les gens dans la rue, on leur demandait est-ce que vous voulez bien poser, etc. Et on leur faisait un cadeau. Enfin, c'était rien, quoi. Ça représentait l'équivalent de, je sais pas, de 50 € aujourd'hui. Après, on leur envoyait les catalogues, mais tout le monde était content de le faire. Il n'y avait pas de... Et on se sentait là aussi libre. Et ces vêtements, ils correspondaient à tout le monde. À la personne la plus pauvre de la place Gemma El-Fna et à une fille qui passait dans la rue et qui s'occupait de pub à Tokyo. C'était pareil pour tout le monde. Les vêtements étaient bien sur tout le monde. Et ça fait plaisir. Bonsoir. Bonsoir. Justement, Rebonsoir. Je vous ai reconnu, vous voyez mon œil. Hein. Alors, moi aussi j'adore le papier. Vous avez commencé votre conférence en parlant de votre amour du papier. Moi aussi j'ai commencé avec du papier. J'adore le papier. Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui, le flux d'images, que ce soit non pas seulement de mode, mais d'inspiration sur Internet, quel est votre ressenti par rapport à... Bon, alors, le temps avance. J'en pense que je suis moins fascinée. Alors, il y a des images extraordinaires qu'on n'a jamais vues, que les gens montrent sur Internet. Et c'est beau de pouvoir que la culture puisse se multiplier par des millions d'images. Mais le papier reste pour moi. Je ne pense pas que ça disparaîtra complètement. Voilà. Parce que l'odeur du papier, la façon de pouvoir tourner les pages, de toucher, de découvrir, je ne vois pas par quoi on va remplacer ça. Et puis bon, pour les livres, c'est la même chose. C'est bien qu'il y ait des gens qui puissent partir en voyage avec un iPad ou un Kindle, et je l'ai fait moi-même, et qui n'ait pas à transporter 25 livres. Mais le livre que vous rentrez dans une librairie, que vous regardez, que vous l'achetez, c'est formidable, non? Et je pense que ça va être très très long à disparaître. Mais je ne pense pas que ça va disparaître. Je pense même qu'on va y revenir. Vous voyez comme je suis optimiste. Et puis surtout, il ne faut pas les lâcher. C'est ça surtout. Il ne
faut pas lâcher, il faut continuer à regarder le papier. Merci. Peut-être que nous pas connaître.